Normalement, on est live. Eh bien, bonjour à tous, il est midi, c'est la pause. On est ensemble sur Periscope pour réviser le bac philo avec Campus et CanalSat. Alors, depuis déjà une bonne semaine, on vous a proposé de poser vos questions pour réviser le bac philo avec CanalSat. Et aujourd'hui, toute la journée, on va répondre à vos questions, on va faire des révisions, on va faire des jeux. Alors, je m'appelle Thibaut, je suis prof de philo. Voilà, j'ai laissé mes élèves pour vous parler aujourd'hui, et puis je vais être avec vous donc toute la journée avec certains horaires réguliers. On va réviser le bac philo, donc pas de déprime, pas d'inquiétude, pas de pression. On est là pour faire une pause utile autour des révisions du bac philo. Alors je ne suis pas tout seul pour faire ces streams, il y a Cristiano qui est avec moi. Cristiano, s'il te plaît, tu peux venir dire bonjour à tous nos amis qui sont sur Periscope. Voilà, Cristiano est là, il va m'aider à vous aider à réviser votre bac philo. Alors, cette première session de stream, eh ben voilà, c'est à l'heure de la pause. Vous êtes peut-être sorti de cours, vous faites une petite pause dans vos révisions. On va réviser deux thèmes de philo de ce programme de terminale, le thème du désir et le thème d'autrui. Alors, on va d'abord faire trois petits runs, c'est-à-dire que je vais vous proposer trois petites descentes dans l'histoire de la philosophie autour de ces thèmes du désir et d'autrui. Ensuite, vous pourrez poser vos questions. Alors, il y a déjà des questions qui ont été posées depuis une dizaine de jours auxquelles je vais répondre. Et puis, vous pouvez aussi continuer de poser des questions sur Twitter, @CanalSat, #BacPhilo, ou bien directement, vous pouvez aussi poser vos questions dans les commentaires de Periscope. Et puis, j'y répondrai. Ensuite, on fera un petit jeu quand même, parce que on va quand même essayer de s'amuser un petit peu. Et enfin, on terminera avec un petit point méthodo, parce que bon, bah voilà, il y a aussi des épreuves qui arrivent dans une semaine, et donc il va falloir être un peu carré sur la méthode. Alors, si vous arrivez, eh ben, vous êtes sur Periscope avec Campus et CanalSat. On révise le bac philo aujourd'hui en stream. Voilà, je suis votre prof en stream et je vais m'occuper donc de vos révisions. Alors, on commence ce première révision autour du désir et de autrui. Et on commence un premier run autour de la classification des désirs chez Épicure. Voilà, alors Épicure, ça vous rappelle peut-être quelque chose de douloureux dans votre année de philo. On va y revenir pendant quelques minutes. En gros, quand les philosophes parlent du désir, eh ben, il y a deux catégories de philosophes. Il y a les ennemis du désir, ceux qui pensent que le désir, il faut le supprimer, l'encadrer, le limiter. Et puis il y a les amis du désir, ceux qui pensent que, au contraire, c'est parce que nous avons des désirs que nous pouvons ressentir du plaisir et que nous pourrons être heureux. Et bien Épicure, il fait partie de ces amis du plaisir. Pour lui, le bonheur, ça consiste simplement à satisfaire ses désirs. Mais il ne faut pas tous les satisfaire, ou du moins, avant de se lancer dans la satisfaction de ses désirs, eh ben, il faut commencer par les connaître, par les classer. Alors, comme je parle un peu vite, vous pouvez suivre un peu derrière. Et donc, voilà, Épicure, il propose une classification des différents désirs. Vous avez en gros deux grandes catégories, les désirs naturels et les désirs vains. Alors, les désirs naturels, vous voyez, on va les détailler parce qu'il y a des désirs naturels nécessaires, d'autres qui ne sont pas nécessaires, qui sont nécessaires pour le bonheur de l'âme, pour le bien-être du corps ou pour la vie. Alors, par exemple, un désir naturel nécessaire pour le bien-être de l'âme, c'est l'amitié, par exemple. Voilà, on a besoin d'amitié. L'amitié, ça permet tout simplement de ne pas être seul. Un désir naturel nécessaire pour le corps, par exemple, c'est le vêtement. Alors bon, pas forcément, on n'est pas obligé de s'habiller en Louis Vuitton, mais on peut tout simplement s'habiller, ne pas souffrir du froid, ou s'habiller léger pour ne pas souffrir du chaud. Et puis il y a des désirs qui sont naturels et nécessaires à la vie. Voilà, c'est à peu près peut-être ce que vous êtes en train de faire, il doit être à peu près midi et quart, midi 20. Vous êtes peut-être en train de faire votre pause déjeuner. Voilà, un désir naturel qu'il faut satisfaire si on veut avoir une vie équilibrée, plaisante et heureuse. Ensuite, on a des désirs qui sont naturels, mais qui ne sont pas nécessaires. Alors, par exemple, tout ce qui est interdit aux moins de 18 ans. En gros, vous avez compris, c'est la sexualité, par exemple. Bon, Épicure nous dit que c'est un désir naturel, certes,
Mais ça n'est pas nécessaire. On peut très bien vivre sans satisfaire ce désir, d'autant que si on a satisfait les autres, hein, comme par exemple l'amitié, la nourriture, etc., eh ben, on ne va pas souffrir de la non-satisfaction de ce désir. Ensuite, il y a la deuxième grande catégorie, c'est la catégorie des désirs vains. Alors là, vous avez la représentation de ce que c'est que la célébrité, la gloire, le narcissisme aussi, parce que la photo est quand même prise de très près. Et c'est un désir qui est vain, nous dit Épicure. Pourquoi? Un désir vain, c'est un désir vide, en fait. Un désir qu'on ne pourra pas satisfaire. Si vous désirez être célèbre, vous n'arriverez jamais à satisfaire totalement ce désir. Pourquoi? Parce qu'on peut toujours être plus célèbre qu'à un certain état. On peut toujours accumuler plus de vues sur son compte YouTube. On peut faire plus de photos dans les journaux. Et ça vaut aussi pour la richesse. Par exemple, si votre désir c'est d'être le plus riche, eh ben, on peut toujours être plus riche que riche. Si votre désir c'est d'être immortel, là aussi nous dit Épicure, eh ben, vous n'y arriverez pas parce que c'est un désir qu'on ne peut pas satisfaire. Voilà, vous l'avez compris, en fait, Épicure a distingué les désirs en fonction de leurs conséquences. Et c'est la façon dont ils entraînent des conséquences qui nous permet de les classifier, de les connaître et donc de choisir, de sélectionner ceux qui sont bons pour nous. Alors on va faire une petite illustration, hein, parce que bon voilà, maintenant c'est fait un peu de théorie, on va passer un peu à la pratique, on va prendre un petit exemple. Alors je vais avoir besoin de Cristiano. Cristiano, s'il te plaît, on va faire un premier défi, un défilo, il y aura des défilos hein, toute la journée. Les défilos, ça va être des défis que moi je vais essayer de relever, que vous allez me lancer toute la journée aussi pour réviser, voilà, de façon un peu rigolote votre bac philo. Donc je vous rappelle pour tous ceux qui arrivent hein, que vous êtes sur Periscope avec CanalSat, on est dans une journée de révision du bac philo. Et vous allez voir, ça va très bien se passer. Installez-vous confortablement dans votre fauteuil. Vous pouvez même enlever votre ceinture de sécurité et on va réviser ensemble tranquille. Alors là, on est en train de réviser autour du thème du désir. On vient de voir, de revoir, de réviser la classification des désirs chez Épicure. Et donc, premier défi, eh ben, ça va être le défi du Hot Pepper Challenge, c'est-à-dire que je vais croquer un piment pour essayer d'illustrer ces différentes classifications. Alors, Cristiano, s'il te plaît, les piments, voilà, merci beaucoup. Alors, il y a donc 3 piments, je ne vais pas manger les 3 parce que ça risque d'être un petit peu compliqué, mais bah voilà, je vais choisir celui-ci. Alors, la première motivation qui pourrait me pousser à croquer dans ce piment, c'est tout simplement, pour le dire vite, me la péter un peu, quoi. Le désir de gloire, le désir de reconnaissance. Je me dis que si je croque dans ce piment et que vous êtes beaucoup à commenter ou à aimer, eh bien, tiens, à propos de commentaires de Cristiano, tu peux venir s'il te plaît parce que je n'arrive pas à voir les commentaires. Donc si je croque dans ce piment et que vous êtes à aimer, à apprécier, eh bien, ça va augmenter ma célébrité. En même temps, au moment où je vais croquer, peut-être que je vais avoir besoin de ressentir une sorte de désir naturel. On verra s'il est nécessaire ou pas pour le bien-être de mon corps de boire peut-être du lait ou... Ah déjà il faut que je respire parce que c'est un petit peu fort. Alors voilà, donc excusez-moi, mais c'est donc j'ai bien de croquer dans un piment vert. Et donc le désir que je ressens à ce moment est un désir naturel, ça je vous assure, sans doute pas nécessaire, je ne vais peut-être pas mourir si je ne le satisfais pas, mais en tout cas qui serait assez plaisant pour satisfaire simplement mon envie d'avoir un peu de frais dans la gorge et de pouvoir passer à autre chose. En fait, vous voyez, c'est une expérience toute simple qui nous permet de distinguer ce qui relève du désir et du besoin. Le besoin, c'est un manque que l'on va ressentir et dont la non-satisfaction va mettre en danger ou bien la santé de notre âme, de notre corps ou de notre vie. Tandis que le désir, c'est quelque chose contre lequel on peut essayer de résister, vis-à-vis duquel on peut s'interroger pour savoir s'il faut ou non le satisfaire. Et il faut, comme nous le dit Épicure, s'interroger sur sa conséquence. Allez, on termine. Voilà. Alors, je vais essayer de résister à ce désir tout en vous parlant d'un autre philosophe ami du désir qui s'appelle cette fois-ci Rousseau, Gigi Rousseau pour les intimes, Jean-Jacques, qui lui...
Excusez-moi, mais voilà, je viens de croquer dans un piment. Et on essaye de réviser le bac philo ensemble sur Periscope avec CanalSat et Campus. Si vous arrivez, welcome, hein, bienvenue. Ça va bien se passer, il fait chaud. Alors, on va essayer de continuer. Voilà. Résiste toujours à ce désir de boire ou de manger du pain ou quoi que ce soit pour me changer cet enfer qu'il y a dans mon palais. Et donc je voulais vous parler de Rousseau. Deuxième run de révision autour du désir. Le plaisir de désirer chez Rousseau. Alors Rousseau fait partie de ces philosophes qui sont des amis du désir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour Rousseau, le fait de désirer n'est pas incompatible avec notre désir d'être heureux. Merci Cristiano, c'est gentil. Vous m'avez envoyé plein de cœurs. Bon, c'est gentil. Ça va beaucoup mieux, mais je ne sais pas si l'eau c'est pas pire en fait, parce que t'as pas genre du pain ou parce que non, bon, bah, c'est pas grave, écoute, hein, tu iras chercher du pain tout à l'heure. Merci. Bon, alors, on repart pour ce deuxième run de révision sur le thème du désir, et on est avec Rousseau. Rousseau dit quelque chose d'apparemment assez paradoxal. On peut avoir la citation Cristiano sur laquelle je voulais qu'on travaille. « Malheur à qui n'a plus rien à désirer, il perd pour ainsi dire tout ce qu'il possède ». Cet extrait de la Nouvelle Héloïse de Rousseau. Et vous voyez que ce qui est étrange dans cette remarque, nous dit Rousseau, c'est que, en fait, si on n'a plus rien à désirer, on est malheureux. Alors que moi, bêtement, je croyais que j'étais malheureux si justement je n'avais pas ce que je désirais, donc que j'étais malheureux quand justement je désirais, et non pas quand j'avais satisfait cet objet de désir. Alors en fait, Rousseau nous dit exactement l'inverse. Pourquoi? Bien sûr que quand on obtient l'objet de son désir, eh bien, on éprouve le plaisir de la satisfaction. Mais pensez à ça. Quand on est en train de désirer justement, eh ben, on est tendu vers le but. On est dans un... Ah merci, un peu de lait, voilà. Ça... Oula. Alors, on va mettre un peu de lait, parce que je pense que le lait, ça va adoucir. Je viens de croquer dans un piment pour vous illustrer la classification des désirs chez Épicure. Attendez, une seconde. Ah, c'est beaucoup mieux que l'eau, hein. Merci Cristiano, parce que c'est vraiment beaucoup mieux. Donc, si vous arrivez, bienvenue, hein, vous êtes sur Periscope, avec CanalSat, on révise notre bac philo toute la journée, et on est en train ici de réviser le thème du désir, et on parle du désir chez Rousseau. Rousseau donc qui, lui, plaide pour le plaisir qu'il y a à désirer. Parce que quand je désire, eh bien je suis tendu vers le but que je veux atteindre, et ça développe chez moi non seulement un dynamisme propre, mais en plus, tant que je désire, eh bien, je ne suis pas déçu par la satisfaction. Imaginez que ce soir, je dois aller dîner avec la fille qui me fait kiffer depuis des mois. Eh bien, je suis tendu vers ce moment. Et tant que ce moment n'a pas été réalisé, en fait, je ne suis pas déçu. Je peux m'imaginer qu'il va se passer plein de choses, qu'elle sera la plus belle, que je serai le plus beau, le plus intelligent, que tout va très bien se passer. Et ce plaisir-là, eh bien, c'est en fait le plaisir qui est lié à l'imagination, et c'est un plaisir qui va être motivant et qui va nous aider à développer en fait tout simplement plein de nouvelles ressources chez nous. Voilà, donc pour vos révisions, pour vos dissertations, pour vos commentaires, n'hésitez pas à aller puiser chez Rousseau une philosophie positive du désir. Allez, troisième run de révision autour du désir et autrui cette fois. On va lier les deux concepts. Hein. Si vous arrivez, bonjour, vous êtes sur Periscope avec CanalSat. Voilà, je suis votre prof de philo en stream pour cette journée de révision autour des thèmes du programme de philo de terminale. Alors, on va, troisième run de révision, on va cette fois-ci lier le désir et autrui. Qu'est-ce qui se passe quand on désire autrui? Alors, c'est un phénomène qu'on appelle le désir de l'autre ou le désir sexuel, et ça intéresse particulièrement un philosophe, Sartre. Voilà, J.P. Sartre pour les intimes cette fois. Sartre écrit dans la 4e partie de son gros bouquin « L'être et le néant », un très beau chapitre sur le désir sexuel. Pourquoi? Parce qu'il explique que c'est le désir sexuel qui est le désir un peu typique, un peu exemplaire, qui va nous expliquer tout désir, tous les autres désirs qu'on va pouvoir ressentir. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce désir
sexuel, ce désir de l'autre, est à la fois un désir de l'autre, de son corps, et donc un désir de l'autre en un sens comme objet, comme possession de son corps, et en même temps, posséder le corps de l'autre, ça ne suffit pas. Posséder le corps de l'autre, ça ne suffit pas parce qu'il ne s'agit pas simplement de le posséder pendant les minutes du rapport sexuel ou les heures, pour les plus performants, du rapport sexuel, mais il s'agit ensuite de renouveler et de recommencer, de réinjecter ce désir dans la relation. Alors, c'est exactement le paradoxe que pointe Sartre. Alors, je vous ai préparé une petite citation. Cristiano, si tu peux nous mettre la citation. Sartre nous dit « Tel est l'idéal impossible du désir, posséder la transcendance de l'autre comme pure transcendance et pourtant comme corps. » Bon, alors ne partez pas tout de suite. Hein. Ne partez pas tout de suite parce que le mot transcendance ne doit pas vous faire peur. En fait, transcendance, c'est tout simple. Nous sommes tous transcendants. Voilà, première nouvelle de la journée. Nous sommes tous transcendants. Vous, là, qui êtes en train de glander sur Périscope au lieu de réviser votre bac, mais ça tombe bien parce qu'on révise aussi le bac sur Périscope, eh bien vous êtes transcendant, moi aussi je suis transcendant, Cristiano est transcendant. Qu'est-ce que ça veut dire, la transcendance des êtres chez Sartre? C'est simplement que nous sommes des libertés. En fait, la transcendance, ça veut dire que nous allons nous échapper à nous-mêmes, que nous ne pouvons pas nous réduire à nous-mêmes. Nous ne sommes pas comme cette table, comme cette télé ou comme la chaise sur laquelle je suis assis, puisque cette table, elle n'est qu'une table, elle n'est rien d'autre qu'une table. Nous sommes des êtres libres. En tant que nous sommes des êtres libres, nous pouvons être autres que ce que nous sommes, et donc nous pouvons être transcendants à nous-mêmes. Il y a cette liberté qui nous transcende et qui nous rend, en un sens, aussi attirant, charmant, mystérieux, surprenant. Et précisément ce que nous dit Sartre, quand on désire autrui, on désire cette transcendance. Et c'est pour ça qu'on est pris dans le piège, en un sens, de ce désir, parce que la façon dont cette transcendance elle se révèle à nous, c'est à travers son corps. Donc c'est tout le paradoxe de la relation à autrui. Hein. Avec autrui, je suis dans la relation d'objet, c'est-à-dire que c'est son corps que je désire, et en même temps, ce corps ne suffit pas à satisfaire mon désir, parce qu'en fait, je désire sa liberté à travers son corps. Voilà, donc avant de bader et de baver devant le corps du plus beau mec du lycée ou de la plus belle fille du lycée, n'oubliez pas que c'est surtout leur liberté, leur transcendance qui vous fait autant d'effets et que vous désirez. Voilà, on a fait 3 petits runs de révision de philo autour du désir et d'autrui. On est sur Périscope avec CanalSat. Vous pouvez poser des questions sur Twitter, hashtag BacPhilo @CanalSat. Si vous posez ces questions, en plus, vous pouvez participer à un jeu et vous pouvez gagner des week-ends à Barcelone, des appareils photo, des abonnements, enfin voilà, vous allez voir tout ça. Et nous, on est là pour réviser ensemble le bac, tranquillou, sans pression. Et vous avez d'ailleurs commencé à poser des questions il y a une dizaine de jours déjà sur Twitter, depuis une dizaine de jours. Vous en avez encore posé plein ce matin. Et donc, on va tout simplement répondre à vos questions. Alors, c'est parti. Première question. C'est une question donc, que vous avez posée. Alors, c'est une question c'est la question d'Anthony, hein, c'est ça. Voilà, merci Anthony. Donc, Anthony il a posé cette question, il veut savoir... Est-ce qu'il faut être pour avoir ou avoir pour être? Alors en fait, cette question, elle m'a bien plu parce que c'est effectivement une façon de s'interroger sur la place qu'on doit mettre, la place que doit tenir nos désirs dans notre vie. Est-ce qu'il faut être pour avoir? C'est une façon en fait d'interroger notre capacité à désirer parce que je peux avoir et je peux l'avoir parce que je le désire. Ou bien est-ce que ce sont mes désirs, tout ce que je vais avoir qui va me permettre d'être? En un sens, c'est une opposition entre une certaine forme d'amitié à l'égard du désir et une certaine forme, un certain souci d'encadrer le désir, hein, comme on l'a vu avec des philosophes qui étaient plutôt des ennemis du désir. Donc, Anthony, ce qui est intéressant, c'est que voilà, il va falloir choisir. Et en fait, la réflexion philosophique autour du désir, elle n'est pas là pour donner des leçons. Elle est là simplement pour nous aider à mieux connaître ce qui nous traverse en tant que désir et faire de ce choix l'exercice de notre liberté. Alors on y va. Deuxième question posée sur Twitter. Alors c'est Julie Salès. Alors, vivre à contretemps est-il une perte de temps? Vivre à contretemps est-il une perte de temps?
Vivre à contre-temps est-il une perte de temps? Je répète 3 fois pour bien comprendre cette question. En fait, ce qui est intéressant, c'est que ça permet d'ouvrir un double rapport au temps. Ça n'a pas un grand rapport avec cette histoire de désir et d'autrui, mais c'est pas grave. Ça permet d'ouvrir un double rapport au temps. Le temps, en fait, c'est une condition indépassable de notre existence. À partir du moment où on est né, en fait, on est dans le temps. Vouloir vivre à contre-temps, c'est pas vouloir vivre contre le temps, c'est pas possible. On peut pas vivre contre le temps. Voilà, le temps, c'est une donnée voilà, essentielle de notre condition. Pour Kant, par exemple, c'est même une forme, comme il dit, a priori de notre sensibilité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas sentir le monde, on ne peut rien sentir en dehors du temps. Donc on ne peut pas vivre contre le temps. Mais en revanche, on peut imaginer de vivre dans une alternative au temps. C'est-à-dire prendre son temps, ne pas vivre sur le même rythme, aux mêmes horaires, selon les mêmes normes de rapport au temps que les autres. Et de ce point de vue-là, ce n'est pas forcément une perte de temps, c'est peut-être tout simplement la possibilité d'inventer un temps qui soit un temps plus personnel, plus individuel. Voilà, Cristiano, il y a d'autres questions qui ont été posées depuis ce matin. Alors, on y va. Il y a Julie Vutrtis qui demande comment gagner des points au bac L. Ah, mais Julie, comment gagner des points au bac L? Alors, au bac L, vous savez, la philo, c'est le plus gros coef, hein, donc il ne faut pas vous planter. Comment gagner des points? La première chose à faire, c'est de rester toute la journée sur Periscope, en fait, et de réviser et d'écouter tous ces streams, de regarder tous ces streams de révision avec CanalSat, où on va passer en revue les thèmes principaux du programme de terminale, on va filer des trucs méthodaux, on va faire des petits jeux. Donc tout ça, ça devrait te permettre, Julie, de répondre un peu à ta question, c'est-à-dire de gagner des points. Le principal à faire, c'est de réviser, c'est de travailler, mais en étant détendu, de rester voilà, avec beaucoup d'ouverture d'esprit pour pouvoir intégrer plein de choses à ta réflexion philosophique, avoir des connaissances précises et de la méthode. Mais ça tombe bien parce que la méthode, on va en faire là dans quelques minutes. Hein. Je vais vous donner des trucs méthodaux pour pas vous planter, pour pas vous louper sur les épreuves. Donc voilà, autre question, Cristiano, tu as d'autres questions là pour tous ceux qui arrivent sur Twitter avec le hashtag BacPhilo ou sur Periscope @CanalSatCampus? On a ML Email qui demande notre subconscient nous influence-t-il souvent dans nos choix? Waouh, notre subconscient nous influence-t-il souvent dans nos choix? Alors, on va en parler un peu plus tard dans un autre stream, hein, dans le stream suivant en fait, hein, quand à peu près d'ici aux alentours de 14h, 14h30. On révisera les thèmes du sujet, de la conscience, de l'inconscient, et à ce moment-là, on parlera de Freud, parce que c'est Freud qui est l'inventeur de la notion de subconscient. Et si vous êtes freudien, c'est-à-dire si vous croyez, si vous pensez à la réalité d'un inconscient psychique, c'est-à-dire d'une partie de nous-mêmes dont nous n'avons pas conscience, mais qui pourtant exerce une influence sur notre vie, et ouais, si vous êtes freudien, votre subconscient, il vous influence dans à peu près tous vos choix. Après, il y a plus ou moins il est plus ou moins influençant en fonction des pulsions qu'on ressent, mais oui, le subconscient, et d'ailleurs c'est assez troublant, ça veut dire qu'il y a toute une partie de nous qui nous échappe. Hein, on ne se maîtrise pas complètement, on n'est pas tout à fait maître de soi-même, voilà, ça nous échappe. Mais je vous invite à revenir tout à l'heure aux alentours de 14h30 pour justement parler spécifiquement, on fera un petit run de philo avec Freud. Voilà, donc pour tous ceux qui arrivent, welcome sur Periscope, sur le compte CanalSat, on est en train de réviser le bac, hein, je suis votre prof en stream pour la journée, et on révise le bac de philo, donc pas de pression, pas d'inquiétude. Alors, est-ce qu'on a encore une question, Cristiano? Il y a Alain Michaud qui demande, faut-il faire le minimum ou le maximum? Alors, moi je vais répondre, Alain, il faut faire l'optimum. Tu vois, l'optimum, c'est-à-dire le meilleur rapport entre le minimum et le maximum, c'est-à-dire le maximum d'effet et le minimum d'effort. Voilà. Il faut faire l'optimum, il faut rechercher l'optimum, parce que rechercher le maximum, c'est prendre le risque d'être dans l'outrance, et faire le minimum, c'est prendre le risque de ne pas en faire assez. Il faut calculer l'optimum. Il y a un philosophe qui est le philosophe de l'optimum, en un sens, de l'optimisation métaphysique, c'est Leibniz. Alors moi, je t'invite à aller relire un peu de Leibniz, parce que Leibniz nous explique que voilà, l'ordre du monde est un ordre optimum, que nous-mêmes, nous sommes les êtres optimum, c'est-à-dire nous sommes non pas tout ce qui aurait pu être créé par Dieu, parce que Leibniz pense que le monde a été créé par Dieu, mais nous avons été choisis comme étant le meilleur, avec le maximum d'effets pour le minimum d'inconvénients.
Donc voilà, moi je rechercherai tout simplement l'optimum. Et une bonne façon de rechercher l'optimum, c'est de réviser son bac en stream, sur Periscope, avec Campus et CanalSat, toute la journée, jusqu'à ce soir minuit. Je suis là pour vous et on va passer plein de thèmes en revue. On va donc répondre à des questions, faire des petits runs de philo dans l'histoire de la philo. Tout à l'heure, je vais vous donner des trucs méthodos. Et puis on va aussi jouer. Si on faisait un petit jeu, voilà, on va faire un petit jeu. Alors on va faire un petit jeu. On y va. Alors c'est un jeu très simple, vous allez voir. C'est un jeu où vous allez avoir des citations et vous devez simplement savoir si ces citations, elles viennent de Fauve, groupe Fauve, d'une chanson de Fauve, ou si ces citations, elles sont extraites justement de notre ami Rousseau. Alors, on y va. Première citation. Est-ce que c'est du Fauve ou est-ce que c'est du Rousseau? Tu nous l'affiches, s'il te plaît, Cristiano. Première citation. Les femmes ne sont pas faites pour courir. Quand elles fuient, c'est pour être atteintes. Les femmes ne sont pas faites pour courir. Quand elles fuient, c'est pour être atteintes. Est-ce que c'est du Fauve ou est-ce que c'est du Rousseau? Voilà, on y va. Alors, je regarde un petit peu vos réponses. Est-ce qu'il y a des tendances, Cristiano, qui se dégagent là dans les réponses? C'est Fauve ou c'est Rousseau? C'est plutôt Fauve. C'est plutôt Fauve. Alors, c'est plutôt Fauve. Pensez que Fauve, en fait, c'est un groupe de gros machos. Alors, est-ce que c'est du Fauve ou est-ce que c'est du Rousseau? Eh ben non. Alors, vous n'avez pas raison. La réponse, c'est Rousseau. Voilà. Pour tous ceux qui ont trouvé Rousseau, bravo, je vous envoie plein de cœurs. Bon, il faut qu'ils écrivent mieux que ça, je suis un peu d'accord. Voilà. Sinon, c'est Rousseau. Alors, c'est Rousseau qui écrit ça dans Les Milles. Donc, Les Milles, c'est ce bouquin-là. Voilà. Rousseau écrit ça dans Les Milles. Alors Rousseau, c'est pas un gros philosophe macho, c'est juste que c'est une façon pour lui de se faire l'écho d'une opinion couramment répandue à son époque et justement d'expliquer comment est-ce qu'on peut être une femme sans être victime de ses préjugés. Ce livre s'appelle Les Milles et Rousseau invente ensuite une Sophie qui sera cette femme libérée de tous les préjugés. Allez, deuxième citation, on y va. La parole comme rempart contre l'ennui, parler, parler, parler encore, parler pour affronter la nuit. Est-ce que c'est du Fauve ou est-ce que c'est du Rousseau? Est-ce que vous allez le citer dans votre disserte comme une citation de Rousseau ou est-ce que ça va être une citation de Fauve? Alors, quelles sont les tendances? Tous ceux qui sont là, vous pensez que c'est quoi? Du Fauve, du Fauve, du Fauve? Cristiano, une tendance là-dessus sur les réponses? La tendance est au Fousseau. Ah, alors, Fousseau. Oui, ça pourrait être à la fois du Fauve et du Rousseau, mais non, là je vous assure, il faut choisir Fauve ou Rousseau. Alors, on y va. Fauve ou Rousseau, vous avez choisi. Moi, je vous donne la réponse. Eh ben, c'était du Fauve. Voilà, c'était du Fauve. La parole comme rempart contre l'ennui. Parler, parler, parler encore. Parler pour affronter la nuit. Tout simplement parce que je pense que Rousseau, en 3 lignes, n'aurait pas écrit 5 fois parler. Enfin, voilà. Alors, troisième citation de notre petit jeu de révision du Fauve ou du Rousseau. On y va. Je suis esclave par mes vices et libre par mes remords. Est-ce que c'est du Fauve ou est-ce que c'est du Rousseau? Je suis esclave par mes vices et libre par mes remords. Est-ce que c'est une citation de Rousseau que vous pouvez reprendre dans votre disserte ou est-ce que c'est une citation de Fauve que vous pouvez aussi reprendre dans votre disserte mais qu'il faudra expliquer comme étant une citation de Fauve? Alors, vous pouvez répondre avec vos petits doigts, vous tapotez sur votre petit smartphone, là vous êtes sur Periscope et on y va. Quelles sont les réponses? Cristiano, tu as une tendance dans les réponses? Rousseau. Plutôt Rousseau, ouais, c'est vrai que c'est du Rousseau, c'est plutôt du Rousseau. Je suis esclave par mes vices et libre par mes remords. Les passions vicieuses nous rendent esclaves parce qu'elles nous empêchent justement d'être maîtres de nous-mêmes. Et en même temps, les remords nous font accéder à une forme de liberté parce que c'est le premier stade d'élaboration d'une conscience morale. Alors on y va, on continue. Alors je ne vous ai pas dit, mais il y a un piège dans ce petit jeu du Fauve ou du Rousseau. Et donc voilà, il faut aussi préparer, il y a un piège. Quatrième citation, t'as autant de style qu'un bas de survêt avec une paire de Weston. T'as autant de style avec un bas de survêt, t'as autant de style qu'un bas de survêt avec une paire de Weston. Est-ce que c'est du Fauve ou est-ce que c'est du Rousseau? Petit jeu de révision pour tous ceux qui sont stressés par leur révision de bac. On est sur Periscope avec CanalSat et on fait un petit jeu de révision du bac philo. On essaye de savoir si les citations qui s'affichent à l'écran là-haut là, sont des citations de Fauve ou des citations de Rousseau. Alors, est-ce qu'on a... alors, c'est pas du Rousseau, nous dit Julie. Ouais, Francky Vincent. Non, je pense pas que ce soit Francky Vincent. Magali nous dit Rousseau. Sartre aussi, on tente. Je vois qu'il y en a un qui a trouvé le piège. Ouais, Mia, tu as raison, c'était bien B2O, c'est-à-dire Booba. Ouais, c'était le piège, voilà. Booba, extrait de Double Poney, pour ceux qui ont des lettres.
Dernière citation de notre petit jeu. J'espère qu'un jour on jugera de ce que je fus parce que j'ai su souffrir. Est-ce que c'est du Fauve ou est-ce que c'est du Rousseau? J'espère qu'un jour on jugera de ce que je fus parce que j'ai su souffrir. Donc on est sur Periscope hein, avec CanalSat, on révise le bac philo et là on fait un petit jeu de révision de citations. On essaye de se préparer au bac, de faire sa petite musette de citations. Et donc voilà, les citations qui s'affichent derrière moi, est-ce que c'est du Fauve ou est-ce que c'est du Rousseau? Cristiano, on a une tendance là sur cette dernière citation Fauve. Fauve. J'espère qu'un jour on jugera ce que je fus parce que j'ai su souffrir. Et ben moi, je pense que Fauve aurait pu écrire ça. Mais en fait, je sais que la réponse, c'est Rousseau. C'est Rousseau qui écrit ça toujours dans les mille hein, et qui attire l'attention sur le fait que la souffrance ressentie, la souffrance traversée à travers l'existence, eh bien, elle est aussi à prendre en compte, à reconnaître, à mesurer comme une certaine dignité et donc à ne pas la mettre de côté. Voilà, alors on a terminé notre petit jeu de révision. En fait, pour terminer, je vous propose, qu'est-ce que vous préférez maintenant? Soit on écoute un peu de Fauve, soit je vous lis du Rousseau. Voilà, vous avez le choix. Soit on écoute du Fauve, soit je vous lis du Rousseau. Je vous ai préparé une petite lecture, hein, si vous avez besoin de faire une petite sieste, par exemple, pour vous endormir, ou si vous voulez écouter du Fauve. Alors, qu'est-ce qu'on a comme tendance? Vous pouvez répondre à du Fauve ou du Rousseau. Est-ce qu'on écoute du Fauve ou est-ce qu'on lit du Rousseau? Prenez votre poussez vos petits doigts là, sur votre smartphone, là, puis vous pouvez répondre. Alors, on y va. Du Fauve ou du Rousseau, il y a une réponse qui se dégage, là, Cristiano? Ils veulent écouter du Fauve. Ils veulent écouter du Fauve. Bon, bah, alors c'est moi qui vais dormir, du coup. Rousseau. Ah bon, on a du Rousseau, du Fauve. Bon, bah alors on y va pour le Fauve. Alors, Cristiano, est-ce que tu peux nous lancer un peu de Fauve? On va écouter du Fauve, du coup. Alors, c'est parti. Voilà. Tu l'entends? Bien sûr que tu l'entends. Le murmure assourdissant et permanent. Il a envahi la ville et les esprits. Ça, c'est pour tous ceux qui ont voulu écouter Fauve. Hein. Moi, j'avais dit que c'était pas une bonne idée, mais... Assourdissant et permanent. Sinon, on peut essayer de lire du Rousseau en écoutant du Fauve. C'est compliqué. Pour rien, tu seras jamais assez bien qui te répète. Comme ça, où tu devrais être, ça ne changerait rien si tu changeais. Le murmure assourdissant et permanent qui espère te mettre à terre en te criant, mais c'est pas de refaire l'histoire. Ça n'arrivera jamais, c'est trop tard. Je suis pas sûr que ça vous mette vachement la pêche pour vos révisions du bac, ça. Alors, moi, je vous propose, on va arrêter là. Cristiano, voilà, merci. Voilà, ça peut-être si vous avez du mal à vous endormir ou si vraiment après les résultats du bac, vous êtes vraiment très triste, très déprimé, vous pouvez vous faire tout l'album de Fauve voilà, à la suite. Mais peut-être que pour continuer de réviser le bac comme on est en train de le faire là dans ce stream avec CanalSat et Campus, stream de révision du bac philo, et ben peut-être qu'il faut tout simplement arrêter d'écouter Fauve et passer à notre séquence d'après. En fait, voilà, je voudrais vous donner 3 trucs méthodaux pour bien vous en sortir le jour de l'épreuve, donc dans une semaine. Donc voilà, c'est parti, on y va. C'est notre petit point méthodo et notre alerte méthodo. Cristiano, merci. À chaque fois que vous entendrez ce son aujourd'hui, toute la journée, eh bien, c'est que c'est le point méthodo, c'est l'alerte méthodo, c'est le moment où où je vais vous filer des trucs de méthode pour essayer de ne pas vous prendre les pieds dans le tapis dans une semaine dans l'épreuve du bac philo. Alors, aujourd'hui, je vais vous donner 3 trucs. Maintenant, je vous donne 3 trucs pour bien choisir et pas vous louper sur le choix du sujet entre disserte et explication de texte. Alors, dans une semaine, vous allez arriver comme ça le matin, vous allez avoir un petit sujet, une petite feuille posée sur votre bureau, et cette feuille, vous allez la retourner et vous aurez 3 sujets. Vous aurez le choix donc entre 2 sujets de disserte et une explication de texte. Je dis ça au cas où vous auriez raté vraiment tous vos cours de méthode avec vos profs. Donc vous avez le choix. Il ne faut pas traiter les 3 sujets d'abord. Voilà, il ne faut pas traiter les 3 à la suite. Non, vous choisissez ou bien une dissertation ou bien une explication de texte. Et le premier truc que j'ai envie de vous dire, c'est de vous rappeler comment ça marche en fait. Une disserte, c'est une question. Voilà, souvent dans laquelle vous allez avoir 1 ou 2 thèmes du programme de terminale et vous allez devoir répondre à cette question en développant un raisonnement argumenté. Voilà. Alors, vous allez me dire, ça prend combien de temps de répondre à cette question? Vous avez 4 heures et il faut faire une copie qui fait combien de pages? Eh ben, ça va être difficile de répondre à cette question de dissertation en 2 pages et en même temps, si ça fait plus de 8 pages,
bah, ça va devenir peut-être un petit peu long, peut-être que vous pourriez faire un peu plus synthétique. En moyenne, les copies qu'on corrige au bac, hein, quand on est prof, c'est des copies qui font à peu près voilà, 6 pages. 6 pages, ça veut dire une copie double et demie. Voilà. Donc c'est à peu près le temps nécessaire qu'il faut pour développer une réflexion intéressante. Et c'est à peu près pareil pour l'explication de texte. Donc vous pouvez choisir la disserte ou vous pouvez choisir l'explication de texte. L'explication de texte, c'est un texte qui fait entre 10 et 20 lignes. Ça sera le texte d'un philosophe quand même relativement établi, hein, connu. Vous l'aurez peut-être déjà étudié en cours, mais en un sens, c'est pas très important, parce qu'on ne vous demande pas de raconter la vie du philosophe ou de savoir tout ce qu'il a écrit. On vous demande juste d'expliquer le texte. Alors souvent, les élèves, ils posent la question, est-ce qu'il y a un exercice qui est plus facile que l'autre? Est-ce que c'est pas plus facile de faire le texte que de faire la disserte? Alors, moi, je vous conseille, et le truc que je vous donne, c'est de ne pas partir là-dessus. De ne pas partir en vous disant, il y en a un qui est plus facile et l'autre qui est plus difficile. Pourquoi? Parce que, en fait, ce qui va compter surtout, c'est vous, individuellement, votre parcours. Si toute l'année, par exemple, vous avez plutôt mieux réussi en disserte, eh ben, il faut plutôt vous motiver sur la disserte. Et pareil, si vous avez plutôt mieux réussi sur l'explication de texte, eh ben, vous allez plutôt partir sur l'explication de texte. Ce n'est pas l'exercice en lui-même qui est plus facile, c'est vous, la façon dont vous avez travaillé. Alors, sur la question, savoir si dans l'explication de texte là, que tu poses, on doit donner son avis ou pas, je fais un point méthodo un peu plus tard dans la journée sur l'explication de texte, hein. Donc suis bien, mais déjà je peux te dire, oui, à un moment donné, il faut donner son avis. Non pas dire on est d'accord ou pas avec l'auteur, mais il faut essayer en fait, de donner son avis de philosophe. C'est-à-dire, il faut essayer de dire, est-ce que l'argument qui est soutenu par l'auteur à ce moment-là est un argument pertinent, qui pose problème ou pas, etc. Alors, deuxième truc que je veux vous donner, pour ne pas vous louper dans le choix du sujet, hein, si vous passez le bac dans une semaine, notez bien ce petit truc. Moi, je vous conseille de faire ce que vous pouvez faire et pas ce que vous voulez faire. Il y a des sujets qui sont plus ou moins sexy, quoi, plus ou moins rigolos, plus ou moins tentants, qu'on a plus ou moins envie de faire. Le jour du bac, c'est votre copie de bac, il n'y en a qu'une seule, voilà. Donc, votre copie de bac, elle doit vous donner le maximum de chances de réussir. Donc, vous faites le sujet que vous pouvez faire, pas celui que vous voulez ou qui vous attire le plus. Ça veut dire quoi, celui que vous pouvez faire? C'est celui sur lequel vous avez peut-être le plus révisé, celui où vous avez le mieux compris le cours, celui pour lequel vous avez eu un cours, celui pour lequel vous vous souvenez des citations, celui qui vous paraît voilà, bien bordé, bien cadré, celui pour lequel vous avez des exemples. Même s'il y en a un qui vous attire un peu plus, parce que je sais pas, ça va parler de la liberté ou de l'art, que vous aimez bien la liberté et l'art, mais que vous avez eu un cours qui n'était pas terrible, que vous n'avez pas suffisamment révisé, c'est trop risqué de prendre ces sujets-là. Rassurez-vous, vous avez 2 mois de vacances après, vous pourrez traiter tous les sujets que vous n'avez pas traités. Les 2 autres sujets du bac, vous pourrez les traiter pendant vos vacances. Voilà, donc moi, mon deuxième conseil, c'est faites ce que vous pouvez faire et non pas ce que vous voulez faire. Et puis j'ai un troisième truc à vous donner. Alors sur tout le détail, hein, l'intro, le plan, etc., ça va être les trucs méthodos que je vous donnerai un peu plus tard dans les autres streams de la journée. Hein, suivez bien sur Twitter, #BacPhilo @CanalSat, parce qu'on va vous annoncer les différents streams avec les différentes séquences. Je vais en parler tout à l'heure, donc alors venir défoncer au bac de philo, voilà, c'est faux. Merci Max d'avoir répondu. C'est faux. Si tu viens défoncer au bac philo, d'abord tu risques de jamais arriver parce que voilà, tu risques d'abord de pas trouver la porte ou de rater ton métro ou de tomber à scooter, mais c'est pas une bonne idée. Troisième truc que je veux vous donner, troisième truc pour pas vous rater dans le choix de votre sujet, c'est de vous préparer une petite checklist. Hein, méthodo, moi j'appelle ça la checklist, c'est ce que je dis à mes élèves. Hein. En fait, pour chaque exercice, la disserte ou l'explication de texte, vous vous préparez une petite checklist, c'est-à-dire que c'est les points que vous ne devez pas oublier ou les points sur lesquels vous devez absolument être vigilant. Par exemple, si vous avez tendance à oublier de mettre des citations, eh ben, mettez citations dans votre checklist. Si vous avez tendance à faire des fautes d'orthographe ou à écrire ou à oublier des mots ou à parfois faire des phrases un peu déséquilibrées, bah, mettez ça sur votre checklist. Et puis c'est une checklist méthodo, donc n'oubliez pas que vous devez mettre voilà, une dissertation, il faut qu'il y ait une intro, il faut qu'il y ait 2 ou 3 parties. Oui, Cristiano, tu as une question? Ouais. Il y a Inès qui demande si l'important c'est pas l'audace et l'originalité dans une copie de philo. Alors si, ça, tu as raison Inès, on en reparlera tout à l'heure, mais tu as raison, l'audace et l'originalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux distinguer ta copie, tu peux la pimper, tu peux la styler, tu peux lui donner une originalité, et tu peux d'autant plus le faire que tu as une méthode carrée, quoi.
En fait, c'est comme la haute couture. C'est-à-dire que tous les défilés de haute couture, les grands couturiers, il n'y a pas plus exigeant qu'eux, quoi. Ils travaillent comme des fous. Et c'est parce qu'ils travaillent comme des fous et qu'ils ont beaucoup de savoir-faire, beaucoup de maîtrise, qu'ils connaissent tous les tissus, etc., qu'ils peuvent faire des trucs totalement délirants. Donc, dans une copie de philo, vous pouvez faire des trucs vraiment originaux, vraiment audacieux, si vous avez du savoir-faire et de la méthode. Si c'est juste du n'importe quoi, ça ne va pas passer. Mais si vous avez une vraie méthode philosophique, alors là, vous pouvez vraiment vous faire plaisir sur l'audace et l'originalité. Allez, je termine donc sur mon petit checklist méthodo, mon troisième truc méthodo. Il faut voilà, vous préparer avec une sorte de checklist, de feuille de route de ce qu'il doit y avoir dans vos devoirs. Essayez de l'anticiper, de l'apprendre par cœur pour ne pas vous retrouver un peu paniqué par la découverte des sujets mercredi prochain. Voilà, n'hésitez pas, réagissez, posez vos questions sur Twitter, hashtag backphilo @canalsat. Si vous posez vos questions avec @canalsat, eh bien, vous pouvez aussi participer à un jeu et gagner un week-end à Barcelone. Je crois même qu'il y a 2 week-ends à Barcelone à gagner. Des appareils photo, des abonnements. Et puis, j'essaierai de répondre toute la journée à vos questions. On est sur Periscope avec CanalSat. On révise le bac philo toute la journée. Voilà, on va faire des streams avec différents thèmes, différents points de méthode. Et aussi, toute la journée, vous allez pouvoir, en un sens, vous venger un peu de votre prof de philo. Voilà, je me sacrifie. Vous allez pouvoir me lancer des défis philo. Alors, je vous donne rendez-vous dans 1h40, à peu près une grosse heure et demie, aux sources de 14h30, où on va donc commencer un deuxième stream de révision. En attendant, posez vos questions donc sur Twitter, @canalsat, #backphilo. Il y a des jeux, il y a un jeu et donc il y a des dotations à gagner. Et puis vous avez le choix donc pour le deuxième défi. Je vous rappelle que pendant cette première séquence, mon défi c'était de croquer dans un piment. Le deuxième stream, on va parler du sujet, de la conscience, de l'inconscient, à qui suis-je, que suis-je le même quand je change, etc. Et donc comme défi, vous choisissez, vous votez, ou bien je me rase la barbe, ou bien je me teins les cheveux en jaune, c'est-à-dire je transforme mon apparence, je deviens quelqu'un d'autre pour vous parler du sujet, de la conscience ou de l'inconscient, voilà, ou bien je me rase, un deuxième défilo de la journée, ou bien je me rase en direct, ou bien je me teins les cheveux en jaune, et on continuera quand même à parler philo. Voilà, pour tous ceux qui sont arrivés en cours de stream et qui se demandent ce que c'est, vous retrouverez ce stream dès demain sur la page internet campus.canalsat.fr. C'est des streams de révision du bac philo, voilà, et ça continue toute la journée. Allez, à tout à l'heure, bye bye, et on se retrouve donc dans à peu près 1h30. Allez, bon courage pour vos révisions. Ciao.